Chères apprenantes, chers apprenants, bonjour et bienvenue à ce cours qui porte sur le genre théâtral et qui est principalement destiné à des lycéens. Mais avant de commencer, théâtre. D'où vient ce nom? Eh bien, du grec ancien, théatron, qui désignait l'amphithéâtre dans lequel étaient principalement jouées des tragédies. Mais la tragédie est-elle le seul type de pièce qui existe au théâtre? Eh bien évidemment non, vous connaissez tous au moins la comédie, vous connaissez peut-être également la tragicomédie, le mélodrame, la farce et bien d'autres types de pièces qui vont dans cette direction-là. Le texte théâtral est donc avant tout un texte pour être vu et regardé en même temps. Il y a des exceptions de pièces de théâtre qui ont été écrites pour être lues, mais de manière générale, le théâtre est associé à sa mise en scène et à un lieu où on va regarder la pièce et l'écouter en même temps. Malheureusement, au lycée, souvent, on ne fait que de la lecture de pièces de théâtre. Et même si cette lecture est parfois réalisée à plusieurs voix, eh bien, il convient de connaître les codes associés à ce type de texte. Commençons par les didascalies. Les didascalies sont les indications théâtrales qui sont tout d'abord destinées aux metteurs en scène ou aux acteurs pour qu'ils sachent ce qui a lieu entre les différentes répliques. Voilà donc le deuxième terme qui nous intéresse, les répliques. Qu'appelle-t-on une réplique? Eh bien la réplique, c'est le moment où un acteur ou un personnage prend la parole et puis termine sa phrase ou ses propos et repasse la parole à un autre personnage ou à un autre acteur si vous êtes dans la salle même. Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître ce système entre réplique et didascalie? Eh bien parce qu'au théâtre, vous avez un phénomène qu'on appelle la double énonciation. La double énonciation, c'est le fait que le texte a un double rôle. Il est tout d'abord là pour signifier le jeu ou la scène qui a lieu entre différents personnages, mais en même temps, ce texte est destiné à un public qui doit l'interpréter. Il y a donc ce double jeu entre un énoncé qui est destiné à un personnage, comme dans la vraie vie, mais en même temps, je vais me retourner, en même temps, cet énoncé est destiné à un public qui doit l'interpréter. Ce qui donne lieu parfois à des scènes comiques, lorsque par exemple, un personnage ne s'adresse qu'à son public, faisant semblant de savoir que quelqu'un est en train de l'observer. Je l'ai arrêté pour que vous puissiez comprendre ce qu'est la double énonciation. En fait, on peut parler soit avec une personne, mais aussi avec son public. Généralement, on appelle cela un aparté. On dit quelque chose à part, comme moi je suis en train de le faire ici pour vous. Je suis en train de vous dire qu'il est en train de réfléchir à la suite. Donc, attendez et vous allez voir ce qui va se passer. Parmi les éléments qu'il convient de connaître également encore lorsqu'on parle de théâtre, il y a les différents types de dialogues. Eh bien, il y a tout d'abord ce que vous pouvez connaître, c'est donc le monologue, la prise de parole d'un personnage qui parle avec soi pendant un laps de temps déterminé. Mais vous comprenez bien que la double énonciation est en jeu ici. Le monologue correspond généralement à des pensées qu'un personnage pourrait avoir, mais au théâtre, il doit l'exprimer à voix haute pour que les spectateurs puissent les comprendre et les entendre. Il y a également un autre phénomène, stichométie. Il s'agit du va-et-vient entre des propos d'un personnage à l'autre, des répliques très rapides, courtes, qui se répandent de manière automatique. Ce jeu rapide peut naturellement prêter à rire ou dégager d'autres effets selon le souhait de l'auteur même. Didascalie, metteur en scène, réplique, double énonciation,
Mais il faut maintenant aborder le texte théâtral qui est souvent codifié. Tout d'abord, il est subdivisé en actes. Généralement, une pièce de théâtre est composée de 5 actes. Évidemment, certains auteurs ont essayé de rompre ce code-là en innovant. Mais un grand nombre de pièces sera subdivisé en 5 actes. Chaque acte en soi sera également subdivisé en scènes. Les scènes correspondent à l'entrée et à la sortie de certains personnages, tandis que les actes correspondent au grand mouvement de l'histoire qui est racontée par la pièce en soi. Le premier acte commence toujours par une scène qu'on appelle la scène d'exposition. Elle a un but précis. Le but de la scène d'exposition est de présenter les personnages principaux, l'intrigue, le lieu et probablement aussi le temps. Évidemment, les décors peuvent aider à simplifier la vie aux spectateurs qui regardent la pièce. Les différents actes correspondent aux différentes composantes de l'intrigue. On commence tout doucement et puis tout à coup, l'action devient beaucoup plus palpable, on s'approche du dénouement, on est à l'apogée, encore appelé climax. Donc une fois qu'on est tout en haut, il y a le dénouement et la fin qui s'annonce au tout dernier acte. Et donc vous avez toujours ce schéma d'intensité repris dans une pièce de théâtre classique. Évidemment, nous ne l'avons pas dit ici, beaucoup d'auteurs peuvent essayer de varier et travailler avec d'autres éléments que les actes et les scènes en travaillant par exemple avec des tableaux, ce qui est beaucoup plus usuel dans les pièces de théâtre contemporaines. Chères apprenantes, chers apprenants, c'est la fin de cette capsule. J'espère qu'elle vous aura été utile. Au besoin, il faudra évidemment consulter d'autres capsules qui abordent la question de la comédie. Et de l'autre côté, regardez d'autres capsules qui abordent les caractéristiques de la tragédie selon les classiques, avec toutes les règles qu'il fallait respecter. Mais vous avez désormais un bagage intéressant pour pouvoir commencer à lire du théâtre, utiliser les termes précis qui correspondent aux différents moments du texte théâtral. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture ou bon visionnage si par pur hasard vous avez la chance d'aller voir une pièce de théâtre dans les prochains jours.